Bonjour et rebonjour à tous. On attaque cette dernière après-midi déjà de ces rencontres PEP qui ont été fort riches et intéressantes depuis ce matin. Et ça va continuer, j'espère, en crescendo jusqu'à l'apogée ce soir. Alors, on va faire un petit tour. On en a pris l'habitude maintenant de ce qui se passe du côté des autres studios, ce fameux duplex. On va commencer avec le studio 2, si jamais Sandra nous reçoit. Sandra vous reçoit très bien, cher François. Alors Sandra, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui est au programme de cet après-midi ? Écoutez, depuis hier, on a raconté de très belles histoires et maintenant, on va continuer sur une nouvelle géographie. On va gagner du terrain. On va gagner le terrain de l'entreprise dans une première table ronde et ensuite, on va gagner du terrain aussi dans les territoires, voir quelle est la place de la participation dans les différents territoires, même les plus oubliés, même les plus abandonnés, comment ils arrivent eux-mêmes à s'emparer de leur destin. C'est de ça dont on va parler dans la deuxième table ronde de cet après-midi, dans ce studio 2. Une fois encore, je vous préviens, avec des invités de qualité et de choix, mais ça, je vous laisserai une fois encore le découvrir en venant nous rejoindre. Sandra, puisque vous évoquez la géographie, je vais continuer mon voyage et ma migration vers le territoire du Studio 3 pour retrouver Mathieu. Que se passe-t-il, Mathieu, chez vous ? Bonjour François, plein de choses très intéressantes également cet après-midi avec deux tables rondes. On va commencer à 14h en se demandant comment s'appuyer sur l'expérience des pairs pour développer le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir ? On va en parler dans cette première table ronde. Et ensuite, deuxième partie d'après-midi, après la pause, après cette interlude prévue à 15h15. À partir de 15h30, on parlera de la façon dont on peut rendre accessible l'information et les lieux de participation. On va parler notamment, mais pas uniquement, d'illettrisme et d'électronisme. Donc là encore, deux tables rondes passionnantes. Ça ne va pas être simple de choisir entre toutes ces tables rondes. Et voilà, exactement Mathieu, vous l'avez dit, force des PEP, c'est de mettre les spectateurs dans le dilemme en ayant l'embarras du choix et la qualité. Mais moi j'ai une solution pour ceux qui ne savent pas choisir. Et bien vous choisissez maintenant et à partir de lundi, vous rattrapez les autres studios en consultant toutes ces conférences, toutes ces tables rondes qui sont en replay. N'est-ce pas, Dominique Gillot ? N'est-ce pas, François ? Donc Dominique Gillot est à mes côtés pour introduire aussi la table ronde qui concerne maintenant le studio 1, celui dans lequel nous sommes depuis hier soir et qui va s'intéresser, alors c'est un angle un peu différent qu'on aborde en cet après-midi, au parcours individuel, en parcours d'engagement, on pourrait même dire de réussite individuelle, puisque c'est des parcours d'exception que nous allons vous proposer en cet après-midi. Et la question est la suivante, comment on arrive à transformer ce parcours individuel, cette réussite, pour le bien collectif et pour quelque part le rendre à la communauté. Donc on va en parler avec 4 intervenants. On va tout de suite les présenter pour s'assurer qu'ils sont bien là. Béatrice Engrand, est-ce que vous nous recevez ? Tout à fait. On vous entend, vous êtes présidente de l'Agence du service civique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Éléonore Laloux ? Je suis là. Vous êtes là, vous êtes conseillère municipale d'Arras, déléguée à la transition inclusive. Et puis vous avez d'autres casquettes, on en parlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Mathieu Annereau ? Oui, je suis présent. Bonjour à toutes et tous. Bonjour, tout se passe bien, la communication de votre côté ? Parfait. 5 sur 5. Merci. Vous êtes président de l'APHPP, Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Voilà pourquoi il y a autant de P sur le sigle. Dominique Gillot, si jamais c'est une question que je connais bien Mathieu. Ah, vous connaissez bien. Mais vous connaissez tout le monde ici, Dominique. Moi, ça me perturbe. Vous connaissez tout le monde, mais c'est bien normal puisque vous êtes une présidente des PEP très impliquée. Alors, on est censé aussi avoir Sarah El Haïry. Alors, je ne sais pas si la connexion, pour l'instant, la connexion est bancale. Le cabinet ministériel s'en occupe. Dominique, peut-être un petit propos justement pour présenter. Vraiment, avec plaisir, François. C'est vrai que c'est une table ronde qui nous tient à cœur, mais toutes les tables rondes nous tiennent à cœur et elles auront été vraiment très fructueuses. Mais cette table ronde, elle vise à mettre en évidence des parcours d'exception, comme tu as dit, mais pas exceptionnels, parce que le choix de personnalités qui ont réussi leur vie alors qu'elles vivent avec un handicap, qui réussissent leur vie personnelle et au service d'un engagement associatif ou politique, il y en a quand même beaucoup. Mais néanmoins, il fallait choisir. Donc, notre choix s'est arrêté sur Mathieu Annereau, que je connais déjà depuis longtemps, puisque quand j'étais présidente du CNCPH, il est venu me voir pour me présenter son association. Et
que depuis, il est devenu personne qualifiée au sein du... Non, pas personne qualifiée, représentant d'une association au sein du CNCPH, et puis qu'il a eu un parcours de militantisme et de conquête d'un mandat électoral, municipal. Donc Mathieu est de ces personnes qui dépassent leur handicap, quelquefois même en font un atout, en font un argument pour conquérir des territoires d'expression et de solidarité avec ses pairs, mais pas seulement, parce que Mathieu, comme Éléonore, sont représentants de l'ensemble de la population. Et Éléonore, je l'ai rencontrée alors, dans un voyage à Québec, où nous étions ensemble à une université d'été de l'université Trois-Rivières. Et j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Éléonore avec ses parents et avec des représentants de son association nordique, qui m'ont vraiment beaucoup appris sur la capacité des personnes dites déficientes intellectuelles dans leur capacité à se mouvoir et à exercer alors leur pleine participation et leur autodétermination. Et depuis, Éléonore a fait son chemin, elle a écrit un livre, elle continue d'être toujours aussi coquette et maintenant elle est conseillère municipale. Le maire d'Arras est venu la chercher, non pas parce qu'elle est une représentante d'une communauté de personnes handicapées, mais parce qu'elle apporte véritablement dans la vie sociale de sa commune. Et les deux, alors merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Et puis les deux autres représentants, que ce soit Béatrice Engrand ou Sarah El Haïry, vous n'êtes pas des personnes exceptionnelles, excusez-moi de vous le dire, vous êtes des personnes ordinaires comme moi, avec pas de particularité dissemblance à mettre en avant, mais par contre vous êtes en charge d'institutions et de missions nationales pour favoriser justement l'émergence des talents et l'encouragement des engagements au bénéfice de la personne, mais aussi de la collectivité. Voilà, excusez-moi si j'ai pu vous choquer en vous disant que vous n'étiez pas exceptionnel, mais ça, c'est un vocabulaire qu'on a entre nous, entre amis et personnes handicapées, donc voilà. Et je crois que ce que vous vouliez dire, Dominique Gillot, c'est que vous n'êtes pas exceptionnel a priori, mais en fait, votre exception est bien là, évidemment, et puis on aura tout le loisir de pouvoir la découvrir ensemble tout au long de cette table ronde. Merci encore à vous trois pour l'instant d'être là, puis on va attendre de voir si du côté du ministère, on arrive à retrouver une liaison. Et Béatrice Engrand, par rapport justement à cette table ronde, là où votre travail est exceptionnel, c'est qu'il peut permettre justement à des gens qui ont un parcours, qui ont des envies, et d'être une plateforme de lancement et de pouvoir motiver justement les jeunes pour découvrir parfois des métiers, pour avoir des convictions, et puis pour faire en sorte que leur parcours devienne exceptionnel. Donc vous participez à cette première marche, si je ne me trompe pas, concernant les missions de l'Agence du service civique. Alors, nous avons maintenant Sarah El Haïry. Madame la ministre, est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends très bien et j'ai tout écouté, mais je n'avais pas le bon lien. Donc, j'avais le lien qui me permettait de suivre en direct. Donc, j'ai absolument tout entendu depuis le début et je suis d'accord avec Madame la Présidente. Je pense qu'on peut devenir exceptionnel si on saisit son pouvoir d'agir. D'accord. Bon, écoutez, bravo d'avoir déjà tout entendu. Ça m'a été de tout recommencer depuis le début, sinon j'aurais dû le faire. Et ça aurait été pas terrible pour les centaines de personnes qui nous regardent en ce moment. Et d'ailleurs, j'invite ces centaines d'internautes à envoyer leurs questions, à participer. Des questions qui peuvent être exceptionnel ou pas, parce que parfois un parcours exceptionnel peut être une injonction et parfois peut enfermer aussi les personnes. Peut-être qu'on en parlera au cours de cette table ronde. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions. Jacques Guyard, fidèle au poste, vice-président des PEP, entre autres, puisqu'il a de multiples casquettes, sera là donc pour les recueillir et puis les faire partager auprès de nos invités. Sarah El Haïry, il n'y a pas de contrainte, on n'a pas de contrainte horaire immédiate ? Départ idéalement pour 15 heures au plus tard. Alors, du coup, je vais peut-être commencer par vous pour respecter l'adage dernière arrivée, première à parler. Voilà, c'est un adage exceptionnel. Donc, Madame la Ministre, justement, on parlait de cette interaction entre le parcours, ce qui nous constitue, les réussites qu'on peut imaginer avoir, l'engagement aussi qu'on peut avoir à titre personnel et comment on arrive à transformer tout ça. Comment on arrive à faire en sorte que peut-être les difficultés qu'on a pu surmonter, notre parcours devienne un parcours qui peut être exemplaire et qui peut même servir le bien commun, servir le pays. Je crois
crois qu'on a tous un pouvoir d'agir. Et on a tous une sorte de chemin à écrire. Pour réussir cette transformation, il y a peut-être une seule condition. La seule et l'unique, c'est de considérer que chacun a sa place dans notre société, que chacun a sa place et que chacun a quelque chose à apporter, quel que soit le moment de sa vie, quelles que soient les difficultés ou quelles que soient les richesses qu'il a. Mais aussi accepter qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les causes. Il n'y a pas de hiérarchie entre les parcours. Et c'est là où c'est la manière de regarder et la manière dont on va chercher ce sentiment de fierté, d'appartenance, d'utilité qui permet de booster ou pas. Je vais être hyper claire. Moi, j'ai grandi dans une famille où l'engagement, on va dire, était plutôt de rigueur. J'avais, parce que mes parents divorçaient, mais j'avais un papa qui était médecin, qui était extrêmement engagé dans les causes associatives médicales, donc un engagement plutôt sous forme de caravane médicale. Une maman qui était dans une autre forme d'engagement parce que elle était plutôt autour des questions éducatives et elle a tellement foi en l'école que toutes ses actions étaient plutôt tournées sur l'école. Et donc, c'était comment on réunissait, comment on avait à la maison des stocks de livres, des stocks d'habits, du matériel informatique. Et donc, j'ai grandi dans un salon où à chaque fois, c'était ou des médicaments, du matériel médical ou des livres et des habits ou des éléments permettant de répondre aux premiers besoins. À aucun moment, les engagements s'opposent. Et c'est là où, dans ma propre famille, les choix et les formes d'engagement étaient profondément différents, mais philosophiquement, chacun avait saisi la manière dont lui était heureux dans le chemin dans lequel il apportait quelque chose à l'intérêt général et potentiellement au bien commun, si on peut aller jusque-là. Et c'est là où je vais rejoindre la présidente Gillot. Je crois que l'exceptionnel, il est dans le regard de ce qu'on aime. Et je me dis, on peut tous être un être exceptionnel pour quelqu'un. Si on arrive à provoquer cette fierté dans le regard de, je pense, dans le regard de ceux qu'on aime, parce que c'est là où il y a un premier déclencheur. Et qu'on arrive par l'école, par l'engagement, moi j'assume le mot, mais par du militantisme actif, à casser des plafonds de verre, à casser l'autocensure. Et je ne crois ça possible que si eh bien, on met en lumière, comme ce que vous êtes en train de faire, et c'est pour ça que je suis très contente de partager ce moment avec vous, on met en lumière des modèles, des modèles qui ont réussi, où on n'est pas dans des mots, on est dans des vrais parcours, c'est des gens qui l'ont fait, c'est des histoires, et je crois qu'il faut les diffuser, ces histoires, il faut leur permettre d'être accessibles, parce que ça crée de l'admiration, et que l'admiration, ça rend réalisable, en fait, son chemin. Ça donne une sorte de balise, et du coup, quand tu es chez toi, dans ton lit, 17 ans, et que ça te paraît absolument impossible, le fait de savoir que ce n'est pas des grands mots, des grands principes, ou presque des vœux pieux, ou de l'ultra déclaratif, mais que Mathieu l'a fait, Éléonore l'a fait, d'une certaine manière aussi, moi j'ai envie de dire Béatrice l'a fait, et tellement d'autres. Alors, ça devient très concret. Et alors, on se dit, finalement, pourquoi pas moi? Et c'est pour ça que je crois à la force de cette éducation à l'espoir qui, en tout cas pour moi, compte beaucoup. Je ne vais pas être plus longue, mais voilà un peu pêle-mêle presque un échange assez franc, puisqu'on m'a dit que c'était l'esprit, assez franc, pas lissé et encore moins écrit. Exactement, et je crois qu'on a apprécié d'ailleurs la spontanéité de vos propos, et vous avez tout à fait raison, c'est l'esprit d'avoir une parole un peu à bâton rompu, parce que justement on vous demande de parler de vous. D'habitude, quand on parle, quand vous êtes peut-être vous encore plus habilité à parler des choses, il y a toujours quelque chose de personnel, mais vous représentez une collectivité, vous représentez un État, un ministère, un gouvernement. Là, chacun, on va autant parler de vous que ce que vous représentez aujourd'hui. Donc, merci d'avoir joué le jeu de cette sincérité. J'ai retenu déjà deux choses qui vont nous permettre d'alimenter nos débats. L'importance du regard de l'autre, vous l'avez dit, c'est-à-dire susciter l'admiration. Et ça m'intéresserait de savoir comment ce regard de l'autre peut parfois même enfermer ou libéré, mais on voit qu'il peut peser aussi, surtout quand on est une personne qui souffre d'handicap. Et puis, je retiens le capital familial dont vous avez parlé, parce que vous avez commencé en parlant de vos parents. Et là aussi, je pense que c'est une donnée importante de savoir comment on est entouré aussi et de quel capital on bénéficie au départ. Et quand ce capital familial est faible, comment l'école, au hasard,
peut le compenser. Emmanuel Lalou, Éléonore, pardon, Lalou. Par rapport à tout ça, alors peut-être un petit point sur votre parcours, Éléonore, et puis j'aimerais bien qu'à l'issue de votre parcours, exceptionnel donc, on l'a dit, vous puissiez me donner votre point de vue sur le regard de l'autre, l'importance du regard de l'autre. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec la ministre. Et dire aussi qu'il faut casser les préjugés. On est avant tout des citoyens à part entière et ça, c'est hyper important. Et en ce moment, je me bats pour l'inclusion. Alors, Éléonore, juste une petite question. Comment vous êtes arrivée à faire de la politique, tout simplement? Comment on arrive à être conseillère municipale? En fait, j'ai eu au moins trois entretiens avec le maire d'Arras. Donc, le premier entretien, c'était une simple conversation. Le deuxième entretien, il m'a proposé pour que je fasse mes propositions. Donc, j'ai été partie en vacances. Donc, j'ai été partie à Londres, une ville et qui m'inspire beaucoup. Et donc, moi, je sais qu'il travaille sur l'accessibilité. Donc, après, je suis revenue avec mes 10 propositions pour montrer au maire. Il m'a dit que c'est que des bonnes idées que j'ai. Donc j'ai été contente de résultats. Donc, et après, et en troisième entretien, il m'a proposé pour que je sois dans sa liste municipale. Donc, j'ai eu le temps de la réflexion. Et après, et quand je suis revenue, j'ai dit que j'ai accepté. D'accord. Et dernière petite question là, de préambule. Est-ce que faire de la politique a représenté pour vous un rêve? Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginiez avant d'y arriver? Est-ce que ça représentait un objectif pour vous? Pour moi, ça fait... en fait, c'est pas par hasard que je suis rentrée de la politique. C'était une proposition du maire qui m'a proposé et moi j'ai accepté d'y être et quand il m'a dit mes deux délégations, j'étais super contente. Ok, c'est super. Et Léonore, on reviendra justement sur votre travail en tant que conseillère et puis aussi sur la défense de la cause des personnes porteuses de trisomie 21 et votre lutte justement contre la stigmatisation de sa maladie. Et c'est là où le regard de l'autre sera sans doute important. Mathieu Annereau, vous nous entendez toujours? Parce que j'ai vu qu'à un moment donné, la communication avait coupé, mais vous n'avez rien perdu? Oui, toujours ici. Alors vous aussi, vous êtes en politique, parce que je crois savoir que vous êtes élu de Saint-Herblain, pardon, c'est bien ça? Saint-Herblain, en Loire-Atlantique, juste à côté de Nantes, c'est bien ça. Alors, pour revenir justement à vous aussi sur votre parcours, comment vous êtes arrivé en politique, comment vous êtes arrivé vers l'engagement collectif? Alors l'engagement collectif, pour ma part, il s'est vraiment construit sur des considérations locales, comme tout citoyen, l'envie de changer sa ville, l'envie de travailler collectivement à une collectivité mieux administrée, qui travaille plus collectivement et plus en transparence avec les habitants. En fait, aucunement sur des questions, a priori sur des questions de handicap, mais vraiment sur cette envie-là de modifier en tout cas le fonctionnement d'une collectivité locale.
Très bien. Et par ailleurs, vous êtes aussi donc président de l'APHPP. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le domaine de compétences et tout simplement les modalités de pratique de l'APHPP, des actions? Oui, bien sûr, merci. Donc l'APHPP, c'est l'Association nationale pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, créée en septembre 2017 par des acteurs alors politiques de manière transpartisane, économique, associatif. Nous souhaitons œuvrer à une meilleure prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées. Pour cela, nous sensibilisons au niveau national des élus, des parlementaires, ministres, et puis également des responsables économiques de premier plan, avec à chaque fois l'idée de ce que peut apporter le monde du handicap au sens large, parce que pas uniquement les personnes handicapées, mais tout cet écosystème handicap, cette mode de réflexion quand on parle au niveau économique, cette approche d'ouverture, de dépassement de soi, d'émancipation, puisque c'est justement le thème du jour, tout ce que peut apporter le monde du handicap à une société qui est bousculée, on le sait tous actuellement, et nous sommes convaincus que nous avons à apporter à cette société. Là, j'en profite, justement, Mathieu, quand vous dites on est convaincu que nous avons apporté à cette société, comment vous pourriez définir justement ce que vous pouvez apporter concrètement à cette société? Alors justement, d'autant plus par les temps compliqués que nous vivons actuellement, il faut savoir faire preuve de résilience, s'adapter. Quand on regarde également le défi écologique et environnemental, il nous apparaît que c'est faire autant ou plus avec moins. Eh bien, quelque part, si on fait une analogie, c'est un peu ce qu'ont l'habitude de faire, si je puis dire, les personnes handicapées. Donc, sur un mode de fonctionnement, de réflexion, on a à s'appuyer. Et souvent, quand on a un réflexe en handicap, ça profite à la société tout entière derrière. On voit que les personnes handicapées dans le monde du travail avaient demandé le développement, par exemple, du télétravail depuis un certain temps. On voit que ça a des aspects très positifs. Quand on regarde les innovations technologiques qui sont souvent à la base développées pour un public en situation de handicap, on peut citer le SMS, on peut citer la télécommande. Ces deux innovations-là étaient conçues à la base pour les personnes sourdes et pour les personnes paraplégiques. Et on comprend bien qu'après, ça s'inscrit dans le droit commun et c'est un confort pour toutes et tous. Donc, en partant du prisme handicap, on arrive à une amélioration du quotidien pour toutes et tous. Merci pour vos exemples et j'imagine que cette relation doit être réciproque. C'est que là, vous nous dites que comment la situation de handicap a donné lieu au SMS ou à la généralisation du télétravail, on va dire, ce qui a permis l'accès et puis un bénéfice au plus grand nombre, si tant est que le télétravail soit un bénéfice, mais ça, c'est pas du tout notre débat du jour. Mais encore faut-il que ça soit dans l'autre sens aussi. Et c'est, je pense, le rôle de votre association de bien veiller à ce que les politiques publiques et privées qui sont mises en place intègrent aussi, bien sûr, les personnes handicapées pour être, et les intègrent d'ailleurs de manière systématique dans chaque loi, parce qu'il n'y a pas une loi qui doit exclure et qui ne doit pas concerner les personnes handicapées. On en a parlé ce matin. Béatrice Engrand, qu'est-ce que vous diriez justement aux jeunes qui nous regardent en ce moment pour les inviter à venir vous rejoindre et à participer à l'Agence du service civique? Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation, merci au PEP d'avoir pris l'initiative de cet événement exceptionnel et de ne s'être pas laissé décourager par la crise sanitaire. La Fédération générale des PEP est très active autour du service civique puisqu'elle accueille de plus en plus de jeunes en service civique chaque année, dont plus de 3% de jeunes en situation de handicap. Et la PEP, ce qui est moins connu, est aussi active, vous voyez les logos derrière moi, sur les programmes Erasmus+, Jeunesse et Sport, dont l'Agence du service civique a la charge. Alors, pour inciter le plus de jeunes possible à s'engager, je crois qu'il y a plusieurs choses, s'engager en service civique, s'engager dans un programme européen. D'abord, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est l'information. Et on voit bien que sur des dispositifs comme le service civique, quand je dirigeais l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'était la même chose. Il y a un peu un délit d'initié. Il y a ceux qui savent
parce que leurs parents sont bien informés, leurs parents sont enseignants, leurs parents sont fonctionnaires, hauts fonctionnaires. Et puis, il y a ceux qui ignorent toutes les opportunités qui existent. Donc, on a collectivement un travail à faire et on le fait très bien sûr, avec Sarah El Haïry, notre ministre, hein, un travail d'information et de communication. La deuxième chose, c'est aussi de combattre les clichés, c'est-à-dire des jeunes qui se diraient en fait, c'est pas pour moi. Le service civique, c'est pas pour moi. Par exemple, j'ai 16 ans, donc c'est pas pour moi. En fait, si, le service civique, c'est ouvert dès 16 ans. Ou alors, je suis un jeune en situation de handicap, j'ai 26 ans, je ne peux plus faire un service civique qui, en milieu ordinaire, est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, mais, chose trop peu connue, on peut faire son service civique jusqu'à 30 ans quand on est en situation de handicap. Donc, il y a déjà tout ce travail d'information et de communication extrêmement fin au plus près de tous les publics. Et pour toucher tous les publics, il faut souvent en fait passer par des multiplicateurs que sont les missions locales, les maisons de quartier, l'école. Et quand je dis l'école, c'est toutes les formes d'école. Ça passe aussi par l'enseignement professionnel agricole et autres. Donc voilà, première chose, malgré tout, c'est l'information. La deuxième chose, c'est casser les clichés. Et puis la troisième, être attractif. Et être attractif, ça veut dire proposer des missions de service civique qui soient au plus proche des attentes et des besoins des jeunes. L'année dernière, en 2020, à l'occasion des 10 ans du service civique, nous avons lancé une grande consultation citoyenne pour demander à tout l'écosystème du service civique, donc les associations, les services publics, les collectivités et surtout aux jeunes, qu'est-ce que vous attendez pour les 10 ans à venir sur le service civique? Et en fait, ils nous ont dit 3 choses essentielles: plus de missions sur 2 thématiques, le développement durable et l'égalité femmes-hommes, deuxième chose, un meilleur tutorat, parce qu'il faut savoir que chaque jeune en service civique est accompagné par un tuteur pendant toute sa mission, donc des tuteurs qui soient mieux formés et plus disponibles pour les jeunes. Et la troisième chose, des missions de qualité qui soient respectueuses des fondamentaux du service civique, c'est-à-dire qui ne soient pas des missions qui se substituent à un stage ou à un emploi. Donc voilà, pour maintenir cet engouement, parce que j'ai oublié de dire qu'il y a un engouement énorme pour le service civique, 140 000 jeunes en 2019, en 2020, et là on a des moyens supplémentaires pour répondre à cet engouement qui nous permettront d'offrir 245 000 missions de service civique en 2021. Mais il faut malgré tout qu'on reste attractif. Et l'attractivité, ça passe par la qualité de l'offre, à la fois sur la thématique, mais aussi sur la notoriété du service civique, au sens où il faut que les expériences pour les jeunes soient positives, parce que sinon, il y a évidemment un risque réputationnel et donc une perte d'attractivité auprès d'autres jeunes sur le service civique. On sait que l'expérience du service civique, si ça se passe bien, ça a évidemment un impact extrêmement fort sur l'engagement des jeunes, sur leur poursuite de leur engagement en bénévolat, par exemple, dans la vie associative, mais aussi sur la construction de leur parcours citoyen, sur la manière dont ils vont se sentir intégrés ou non dans la société. Donc, vous voyez, je pense que ça se passe bien pour nous, à l'Agence du service civique, mais c'est évidemment, il faut sans cesse remettre l'ouvrage sur le métier pour être à la hauteur de notre bonne réputation et surtout continuer à passionner des milliers de jeunes chaque année. Bon, en tout cas, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un dire ça se passe bien chez nous, surtout en ce moment, et d'entendre un homme ou une femme politique dire ça, ça fait toujours plaisir. Dernière chose, Béatrice, en très peu de temps, puisque vous avez dit qu'il y avait un vrai travail d'information et de communication, donc je vais vous demander de vous livrer un petit exercice, encore une fois, pour les jeunes qui nous regardent, en quelques mots, mais vraiment en quelques mots. Le service civique, c'est quoi? Et pourquoi il faut s'engager? Le service civique, c'est d'abord prendre confiance en soi. C'est vraiment la première chose que nous disent les jeunes à la fin de leur service civique. J'ai pris confiance en moi. La deuxième chose, c'est j'ai trouvé ma voie. C'est fort, un jeune qui dit j'ai trouvé ma voie. J'étais perdu, j'ai trouvé ma voie. Et la troisième chose, c'est en aidant les autres, je me suis aidée moi-même.
Donc voilà, pour être le porte-parole de ce que nous disent les jeunes, la manière dont je pourrais répondre à votre question. On pourrait même dire à mon défi. Merci Béatrice d'y avoir répondu. Sarah El Haïry, comment on passe, parce que vous nous avez parlé de votre parcours, enfin de votre parcours presque de votre enfance tout à l'heure, comment on passe justement d'un parcours individuel à un engagement local, à un engagement national? C'est votre cas aujourd'hui. C'est d'abord et avant tout des rencontres. C'est d'abord et avant tout des rencontres humaines. J'ai commencé par mon enfance et mes parents. Le premier moment où je me suis sentie utile, ou en tout cas, j'ai senti qu'il y avait de l'intérêt à s'engager, c'était en CM2. C'était quand on râlait un petit peu, et en fait, notre prof principal de CM2 nous a proposé un temps collectif, et donc d'élire les premiers délégués de classe. C'est fou, hein, parce que ça peut faire sourire, en fait. Sauf que par son action, en intégrant un peu de démocratie scolaire, eh bien, il a donné corps au sujet collectif. Et donc, on n'était plus en train de râler, on a organisé des élections, et puis on a réussi à proposer au conseil d'administration de mon école primaire le changement des menus. Alors, c'est encore une fois une anecdote, mais une anecdote qui a construit, moi, mon parcours. Parce que depuis ce moment-là, du coup, j'ai pris goût à être déléguée de classe, puis déléguée de promo, et puis après, on découvre le syndicalisme étudiant. Moi, je me suis engagée à l'université. Et puis après, on a notre premier job. Et là, je me suis engagée syndicalement dans mon entreprise, au sein d'un syndicat qui est la CFTC. Après l'engagement au sein de mon entreprise, j'ai évidemment conjugué, pendant toutes ces durées-là, un engagement politique partisan. Moi, je suis au mouvement démocrate, donc c'est au MoDem, c'est un parti politique, parce que je crois que la politique, elle permet de transformer les choses pour le plus grand nombre, mais que ça ne vient pas s'opposer à un engagement d'action du présent. Et j'ai toujours conjugué les deux. Donc, je me suis engagée de la manière dont je pouvais au moment et à l'endroit où j'étais, donc dans ma classe en CM2 ou en tant que responsable syndical dans mon entreprise, ou encore en me présentant sur mon territoire. Et c'est comme ça que les rencontres transforment en fait et créent des opportunités, parce que on voit, moi j'ai eu de l'admiration pour certaines personnes que j'ai croisées. J'ai eu des exemples pour qui ça a fonctionné. Et il y en a un en particulier, pour le coup, Mathieu le connaît très très bien. Parce qu'il est dans son équipe municipale. Et c'est aussi un parcours assez particulier. C'est l'ancien président de la CFTC de Loire-Atlantique, qui s'appelle Sébastien Alix, et qui est dans l'équipe de Mathieu, parce que ce monsieur, à un moment, il m'a fait confiance. Et c'est là où je dis, les personnes que tu rencontres peuvent être des boosters. Mais pour les rencontrer, alors il faut des fois casser un peu les codes et créer les moments de collectif. Et l'engagement associatif en particulier, ou encore même l'engagement je veux dire, démocratique, politique, permet de rencontrer des gens qui sont loin de soi, différents de soi, qui ne sont ni ses collègues, ni ses amis. Et je crois à cette mixité des parcours, des mixités de vie. Et si en fait, on est passionné par la même musique, ou on est passionné par une passion culturelle, ou on partage des sujets, on partage des envies, des passions. Quand on est sur une cause, quand on est dans du militantisme, alors on a des fois des parcours différents, mais c'est l'objectif qui nous unit. Et moi, je crois à ces moments, ou en tout cas ces engagements, où quel que soit son lieu de vie, quel que soit son lieu de naissance, quelle que soit son histoire, ou encore l'histoire de ses parents, eh bien, on te regarde comme celui ou celle qui peut apporter quelque chose au combat collectif qui est le nôtre. Et oui, toute aide, toute énergie est la bienvenue. Et donc, dans ces moments de transformation, on regarde l'autre comme une chance, quelle que soit son histoire ou son parcours. Et c'est dans ces moments-là où j'ai rencontré des personnes qui, eh bien, ou m'ont fait confiance, ou m'ont tendu des fois une perche, créé une opportunité, ou simplement ont été pour moi, d'une certaine manière, des exemples. Et pour certains, j'ai évidemment développé eh bien une certaine admiration ou la persévérance qu'ils ont eue dans les causes qui leur tenaient à cœur, ou encore dans leur capacité eh bien, à transformer le quotidien d'autres personnes. Je suis encore beaucoup trop longue, je suis désolée, je fais un effort à chaque fois, mais j'assurerai sur le prochain coup. Mais c'est une sorte de défaut professionnel presque, je devrais dire maintenant. Mais on voit déjà que le ton est différent. Maintenant, il y a juste à calibrer la durée et on sera sur un truc parfait. Éléonore Laloux, on parle là beaucoup d'admiration, on parle beaucoup de rencontres. Et je rebondis sur ce que vient de dire Sarah El Haïry. La rencontre, c'est important, c'est essentiel, mais
Mais encore faut-il pouvoir rencontrer les gens. Donc c'est vrai, encore faut-il pouvoir casser les murs, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont qu'une envie, c'est de rencontrer les gens, et puis qui malheureusement, la rencontre induit une forme de proximité. Même si on est dans un monde de distanciel, c'est quand même la proximité, et on n'a pas toujours à portée de main, à portée de soi, des gens qui peuvent faire changer nos vies tout simplement. Donc là j'imagine que ça c'est un enjeu, qui est cette fois-ci un enjeu politique, de comment on crée de la rencontre en fait. Comment on crée de la rencontre, comment on décloisonne les univers, et on pourra peut-être y revenir. Et Léonore Laloux, par rapport à ces rencontres, à l'admiration, quelle a été pour vous la rencontre peut-être qui a fait basculer votre destin? C'est une bonne question. Question difficile, hein, parce que forcément, je demande de faire un choix. Alors j'imagine tous les gens qui nous regardent, qui se disent « J'espère qu'elle va dire moi, mais j'espère qu'elle va dire moi ». Alors vous allez faire des déçus, ça c'est sûr, mais faire de la politique, c'est faire des choix, et faire des choix, c'est forcément faire des déçus. J'ai fait mes choix. Mes parents ils ont été là à m'écouter. Donc, ils m'ont soutenu à fond. Toute ma famille et aussi tous mes amis. Donc, je leur dis un grand merci pour eux. Et aussi, j'ai fait 2 belles rencontres parce que j'ai rencontré au moins 2 ministres. Et ça, c'est pas rien. Et vous pouvez même presque dire 3 maintenant, puisque en distanciel, vous êtes face à Sarah El Haïry, à moins qu'elle était déjà imaginée dans les 2. Hein. 3 avec Sarah. Voilà, 3 avec Sarah. Sarah, si vous pouvez appeler quelques-uns de vos collègues là tout de suite dans la pièce, comme ça on monte à 10, facile, et on est tranquille. Non, mais là, au ministère, on est au moins 3 sur place, donc il y a moyen. Avec un peu de chance, on peut même avoir Roxana, donc on passerait à 4. Donc t'en as déjà rencontré 3. Je peux essayer de retrouver Nathalie Elimas, Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu quelque part dans les couloirs. Ok, mais alors, moi j'aurais bien envie de vous dire, ok Sarah, c'est... J'aurais bien envie de vous dire, Sarah, c'est parti, vous avez 10 minutes, mais on perdrait votre présence. Alors, moi, je préfère avoir une ministre sûre que potentiellement 4 ministres qui viendront peut-être pas. Vous savez, c'est très pragmatique, mais je chasse pas l'ombre pour la proie. Mathieu, même question, Mathieu Arnaud. Est-ce qu'elles ont été les rencontres qui ont bouleversé votre vie? Et puis, est-ce que vous aussi, vous avez bénéficié de ce support parental? Parce que ce que nous dit, au-delà de la blague, Éléonore Laloux, c'est qu'on parlait de rencontres. La première rencontre, c'est quand même celle de nos parents. Hein. Donc, quand on a la chance d'en avoir, et en tout cas, Éléonore a pu être appuyée, accompagnée par ses parents. Est-ce que vous, ça a été pareil? Est-ce que vous avez bénéficié d'un capital familial fort? Et si ça n'a pas été le cas, comment vous avez essayé de le transcender? Alors oui, capital familial fort. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment j'aurais pu faire sans ce capital familial fort de la part de mes parents, de ma sœur, de mon frère, et puis bien entendu de mon épouse et de mes enfants qui ont été toujours à mes côtés, qui sont toujours à mes côtés pour me stimuler. L'engagement, quel qu'il soit, est toujours très prenant, extra-professionnel, extra-familial. Donc, je pense que c'est un socle véritablement important et décisif. Et sans eux, de toute façon, on ne serait rien. Et plus largement, sur les rencontres qui ont pu jalonner mon parcours, alors, sur l'aspect local, c'est vraiment toutes les rencontres que je peux avoir en proximité, en face à face et avec les habitants, sans langue de bois, vraiment ces échanges directs et nourris que j'apprécie tout particulièrement. Et puis sur l'aspect, on va dire, de l'engagement associatif, du coup, sur le volet handicap national, il y en a eu beaucoup également. Alors Dominique Gillot en fait partie, sa franchise, la manière dont elle a pu piloter avant le CNCPH m'a vraiment inspiré. Vraiment une main de fer dans un gant de velours, si je puis dire, mais des personnalités également, voilà, comme Philippe Croizon, Philippe Pozzotti-Borgo, sont complètement inspirantes sur ces combats et la force d'avancer sur ce combat. Oui. Alors, on va tout de suite passer aux questions des internautes, mais là, ça me fait penser justement, puisque on voit à quel point l'admiration qu'on peut porter à autrui peut être un moteur.
Mais encore faut-il, et ça c'est une autre problématique que je glisse comme ça pour nos échanges ultérieurs, qu'il y ait assez de rôle modèle peut-être, et assez de représentants de cette admiration qu'on cherche. Et ça, on arrive à une autre question. Sarah voulait. Alors, si vous voulez réagir, Sarah, c'est court hein, parce que là, c'est Moi un petit aussi, rebond. je voulais Et commencer. Béatrice aussi. Oui. Non, bien sûr, je vais être c'est simplement hyper court. Sur la question des rôles modèles, en fait, on a besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération. C'est simplement ça que je voulais dire. C'est qu'on en manque. Je crois qu'on en manque aujourd'hui. Oh, bah, effectivement, là, vous avez surpris tout le monde. Là. Vous avez fait court. merci, Sarah. Béatrice. Peut-être oui, rappeler par exemple dans le service civique un point, un des principes très forts, c'est l'accompagnement du jeune par un tuteur. Et on voit bien que le tuteur devient souvent une figure un peu transférentielle, il devient un mentor pour le jeune. Et je crois que cette idée du tandem dans la politique de jeunesse entre un tuteur et un jeune, entre un mentor et un jeune, c'est une excellente piste. Il faut se féliciter par exemple que sur la base des recommandations du collectif mentorat, le gouvernement vient de lancer un plan d'action très important de politique de mentorat. Et c'est vraiment essentiel, cette construction comme ça en tandem qui dépasse finalement les figures de référence initiales que sont les parents. Parce que parfois, quand on est jeune adulte ou adolescent, on a un peu envie de couper le cordon avec ses parents. Et donc, de proposer d'autres figures qui accompagnent, je crois que c'est une piste très intéressante pour les politiques publiques de jeunesse à venir. Oui, vous avez raison. Parfois envie de couper le cordon, parfois envie de le brûler. Hein. Ça dépend de l'adolescence qu'on a eue. Jacques Guyard, je ne vais pas vous questionner sur votre adolescence, mais plutôt nous faire le relais des questions des internautes. Oui, en effet, c'est un sujet qui passionne notre mouvement parce que nous avons un besoin de militants bénévoles, un besoin fort. Et comme toutes les grandes associations, nous avons du mal à recruter des militants qui durent, qui s'engagent et qui participent à la gestion de nos associations dans la durée. Donc je voulais poser une question à Sangrand. Est-ce qu'on peut mesurer d'ores et déjà l'impact du service civique et peut-être du SNU dans la mesure où c'est un peu le même genre de démarche sur l'engagement dans la durée? C'est-à-dire, est-ce que vous avez fait une étude sur la suite du service civique dans la vie des jeunes que vous recevez? Cher monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison de poser cette question de l'impact durable du service civique, parce que qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des jeunes, en général, hein, les jeunes français sont extrêmement mobilisés, extrêmement engagés, mais comme le montrent très bien les travaux du Cevipof ou de l'INGEP, c'est plutôt des jeunes qui vont s'engager sur des actes ponctuels, dans des actions qui touchent souvent la vie privée, comme je mange vegan, j'achète des vêtements recyclés ou je crée mon propre blog. Donc, on a plutôt une génération qu'il ne faut pas qualifier de désengagée, parce que je crois que ce serait insulter cette génération, mais elle s'engage autrement, de manière plus brève et plus ponctuelle. Et la question, c'est comment, d'abord, on reconnaît cet engagement-là et comment on le transforme dans un engagement peut-être plus durable, peut-être aussi plus politique, et dans tous les cas, transformer cet engagement pour l'amener vers la vie associative et le bénévolat. Je voulais quand même faire un peu ce point-là sur le contexte grâce aux travaux hyper intéressants quand même des sociologues de la jeunesse, d'excellentes factures que nous avons en France. Pour répondre à votre question, en fait, l'impact du service civique sur l'engagement, il est très important. Hein. C'est 66% des jeunes ayant fait un service civique qui restent engagés, le plus souvent dans la vie associative. Donc, je crois qu'on peut évidemment se satisfaire de ce résultat. Le bémol, c'est que ceux qui vont rester engagés ou poursuivre un engagement ailleurs, hein, soit dans la politique, soit dans une autre association que celle dans laquelle ils ont fait leur service civique, en fait, c'est malgré tout, ces jeunes-là qui vont rester engagés, ce sont plutôt des jeunes qui viennent de milieux dans lesquels l'engagement avait un rôle important. Donc, le service civique booste le désir d'engagement pour l'après-service civique, mais ne compense pas encore tout à fait
les différences sociologiques et socioprofessionnelles qui préexistaient. Donc ça, c'est le travail qui nous reste à faire pour casser, casser quand même ce déterminisme, cette forme de déterminisme social. Le service civique permet de faire le premier pas, mais il ne transforme pas complètement l'essai. Je suis extrêmement transparente dans ma réponse. Hein. Vous êtes transparente et en plus, vous m'assurez une transition toute faite, Béatrice Engrand. Justement, une fois qu'on a fait ce premier pas, comment on fait le deuxième? Comment on crée justement les conditions de la transformation et d'un engagement qui dépasse, parce que là, vous l'avez dit, c'est très intéressant, et d'ailleurs, c'est en ça où c'est encore plus pertinent, c'est que quand on voit le parcours de Sarah El Haïry, elle le dit. Elle dit, chez elle, elle avait des médicaments et des livres. On pourrait dire, elle avait déjà 2 remèdes, elle avait déjà une conscience, elle avait déjà eu cette transmission. Et on ne peut pas se satisfaire que de ça. Donc comment on fait pour aller chercher ceux qui n'ont pas bénéficié de ce même capital? Alors, je pense que pour le service civique, on y réussit assez bien, puisque vous avez 17% des jeunes en service civique qui sont décrocheurs, donc c'est vraiment un très bon chiffre, 20% qui viennent des quartiers de la politique de la ville, donc il y a quand même cette mixité sociale qui existe dans les cohortes de jeunes en service civique. Par ailleurs, le service civique en tant que tel, c'est une expérience de mixité sociale, puisque dans les principes même du service civique, vous avez l'obligation, enfin les organismes d'accueil ont l'obligation de proposer des missions où le jeune va être au contact du public, donc rencontrer des publics. Donc, c'est tout à fait ce qui se passe dans les missions de service civique dans les PEP, hein, rencontrer des publics différents. Après, transformer l'essai, ça se passe un peu dans le recrutement, mais là, comme je vous le disais, on réussit plutôt assez bien. Mais c'est de renforcer la qualité de la mission en elle-même sur les 8 mois en moyenne de service civique pour que pendant ces missions, le jeune, il apprenne davantage, il ait davantage connaissance de tout ce qu'il pourra faire après son service civique. Hein. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait, mais peut-être pas suffisamment, de mieux informer les jeunes en service civique de toutes les possibilités qui leur sont réservées pour la suite. Et puis, travailler sur le gain, vraiment sur cette confiance en soi du jeune. Et en fait, c'est vrai que le jeune, quand il entre en service civique, moins il est solide, plus c'est difficile de l'aider à se construire. Donc, c'est vraiment le travail que doit faire la structure d'accueil avec le tuteur, de travailler sur la confiance en soi du jeune pour qu'en fin de mission, il se dise, bah oui, je suis capable de rester bénévole au Resto du Cœur, au PEP ou dans la réserve civique ou ailleurs, parce qu'il y a souvent ça, un manque d'informations sur ce qu'on peut faire après, et puis, ah ben, c'est pas pour moi, parce que je suis pas capable, etc. Hein. Merci beaucoup, Sarah El Haïry. Avoir répondu à peu près. Comment? Pardon, j'espère avoir répondu à votre question. Vous avez tout à fait bien répondu. Excusez-moi si je n'ai pas, vous donner confiance en votre réponse. En tout cas, vous avez tout à fait répondu. Sarah El Haïry, est-ce que justement le SNU, y a-t-il la même volonté du côté du SNU? Et deuxième question, comment on fabrique de l'engagement du coup? Moi, je pense vous posez 2 questions, donc je vais essayer de faire 2 réponses absolument synthétiques. La promesse du SNU, c'est de créer et d'assumer volontairement, un choix volontaire, un choix politique, de créer de la mixité sociale. Comment un jeune qui, effectivement, comme moi, peut avoir des médicaments ou des livres dans son salon, ou un jeune qui, au contraire, n'en a pas du tout, vont se croiser. Un jeune d'Aurillac et un jeune de Guéret, un jeune de Paris et un jeune de Casson ou de Nantes chez moi. Eh bien, cette mixité sociale, cette mixité territoriale, il fallait qu'on la retrouve, en tout cas il faut la provoquer si on veut casser les stéréotypes, si on veut casser les conceptions qu'on peut avoir des uns et des autres. Parce que dans notre pays, il y a des jeunesses, et donc il y a des parcours, et il y a des chances, et on n'a pas la même ligne de départ. Donc le SNU, c'est d'abord ça. Par contre, on profite de ce temps du SNU qui a vocation à être une sorte de... Franchement, nous on le conçoit comme une brique de l'égalité des chances, hein. Parce que pendant ces 15 jours, puis ce mois d'engagement qui a vocation à donner plus confiance, eh bien, ces premiers 15 jours, on va lui donner toutes les cartes. Tous nos enfants n'ont pas les mêmes cartes, et certains en ont moins que d'autres. Et donc, pendant ces 15 jours, eh bien, il va rencontrer. Tout à l'heure, on parlait de la rencontre et de la difficulté pour certains de la voir, de la provoquer. Non, pendant les 15 jours du séjour de cohésion, les jeunes entre 15 et 17 ans, au-delà de se rencontrer entre eux, et donc de créer ces échanges, ils vont rencontrer des jeunes engagés, des enseignants, des militaires, des militants, des sapeurs-pompiers, des corps... Enfin,
plein de parcours différents pour créer, en fait, moi, ma volonté, en tout cas mon espoir, c'est qu'ils créent leurs propres admirations, qu'ils voient ces parcours. Et en fait, on leur ramène ces parcours au plus proche d'eux parce qu'effectivement, les rencontres, elles sont très inégales. Et donc, du coup, les parcours et la capacité à se projeter, à rêver est très inégale. Ça, c'est le SNU. Et de l'autre côté, moi, je crois fondamentalement à la puissance et à la force de l'école. L'école qui émancipe, bien sûr, mais l'école qui t'ouvre le champ des possibles. Et c'est là où je vais passer, en tout cas de manière très personnelle, et ça engage que moi, mais de l'esprit de l'égalité des chances à l'égalité des possibles. Et je crois que l'école rend, en tout cas permet une égalité des possibles. Et c'est quoi l'égalité des possibles? C'est le fait que l'engagement, on peut le nourrir dès le plus jeune âge. Et c'est pour ça qu'avec, pour le coup, Jean-Michel Blanquer, qui est extrêmement... franchement, il est hyper actif sur le sujet et il me laisse quand même un espace énorme au sein de l'école, permettant d'aller vers de la démocratie scolaire plus fortement, des classes plus engagées, je pense à des classes arbitres, des classes où on vit quelque chose, le renforcement de l'éducation civique et morale, ou encore la place que prend aujourd'hui les conseils de la vie collégienne, la vie lycéenne. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les engagements qu'on peut vivre à l'école, mais je crois que c'est le premier lieu qui permet de commencer son parcours de citoyenneté et donc de commencer à se construire et à s'engager. Merci beaucoup. Du coup, il faudrait peut-être proposer des élections de délégués tous les mois. Par exemple, si on prend une élection de délégués mensuelle au sein de l'école, ça pourrait susciter encore plus de vocations, puisqu'on a compris que chez vous, c'est quasiment né au moment où vous avez eu cette première responsabilité de délégué de classe. Des consultations. Moi, je pense à des consultations peut-être plus régulières, ou peut-être des élections de délégués tous les trimestres pour permettre quand même de vivre un mandat, mais peut-être plus de sujets. Là, on a créé des éco-délégués parce que notre jeunesse est extrêmement engagée sur les transitions et les transitions environnementales en particulier. On sait qu'il y a énormément d'engagement autour des discriminations LGBTQ+. Eh bien, pourquoi ne pas aller jusque-là? Et finalement, permettre que des causes, des inégalités ou encore des injustices permettent finalement de vivre son premier engagement dans l'établissement scolaire, quel que soit le niveau. Parce que je ne crois pas que les niveaux sont des freins et je crois qu'on peut s'engager dès le plus jeune âge par une petite action et c'est tout l'esprit de l'école de l'engagement et de l'école d'une certaine manière de comment je prends mon pouvoir d'agir et je le saisis. J'essaie vraiment d'être plus courte mais vous m'aidez pas sur ce coup-là. C'est vrai, mais comme je vois que vous y arrivez, du coup je vous mets au challenge. Ça c'est le problème de la réussite, c'est qu'on en demande toujours plus après aux gens qui y parviennent. Avant de donner la parole à Jacques Guillaume, je vous la donne, je vous promets. Juste un petit mot sur Mathieu Annereau. Avec Mathieu Annereau, comment vous justement vous participez, vous aidez, vous favorisez cet engagement en politique, puisque vous en êtes une incarnation, mais comment vous essayez, allez, j'oserais une formule qui est une sorte de ruissellement dans l'engagement, d'arriver à l'inspirer tout simplement. Oui, le but, il est vraiment que ma démarche puisse en inspirer d'autres, comme j'aime à dire. Le constat est relativement sévère en France, puisque un seul député sur 577 est en situation de handicap visible actuellement. Très peu de personnes en situation de handicap visible siègent dans les conseils d'administration des entreprises. Et d'ailleurs, on manque de chiffres, d'études sur ces sujets-là. Et c'est pour cela notamment que nous, la PHPP, allons engager un travail avec l'association Andéo pour recueillir ces informations et benchmarker quelque part également avec les autres pays européens. On le sent, alors qu'historiquement, il y avait une sorte d'autocensure des personnes handicapées à s'engager, notamment en politique. Mais on sent que cette autocensure est en train de se lever. On a de plus en plus de personnes qui souhaitent s'engager sur différents sujets pour s'émanciper, faire profiter la société tout entière de leur expérience. Et ça doit être absolument accompagné. Et selon nous, on doit beaucoup prendre également exemple. Sarah Léry évoquait tout à l'heure, quelque part, les causes qui doivent se cumuler, qui doivent avancer ensemble. Eh bien, on pense que le monde du handicap, sur ces questions-là, a beaucoup à regarder ce qu'ont pu faire les mouvements féministes, les femmes dans l'engagement en politique notamment, dans l'engagement également dans les conseils d'administration des entreprises, on en parle beaucoup actuellement. Eh bien, on pourrait dire qu'il y a une cause commune ici de représentativité, une soif d'engagement collectif. Merci beaucoup Mathieu Annereau. Je ne salue même pas le côté synthétique de vos réponses, car pour vous, c'est une habitude.
Jacques Guyard, oh ça va. Jacques Guyard, d'ailleurs j'en profite, hein, Éléonore Laloux, vous savez que Jacques est ministre aussi, c'est un ancien ministre. Alors vous pouvez, alors ancien, allez, on le met pas en demi, Jacques, on le met en vrai, vous pouvez l'ajouter à votre liste tranquillement. Vous allez voir à la fin de cette table ronde, ça sera plus ça sera un gouvernement que vous aurez autour de vous. Jacques Guyard, est-ce qu'il y a une question? D'abord, je voulais aller dans le sens de Mathieu Annereau. Nous voyons dans notre mouvement la participation de plus en plus forte des personnes en situation de handicap, y compris des enfants, à la vie de nos établissements, à leur orientation, à leur évolution. Maintenant, ça devient culturel dans la maison. On a pris l'habitude, quoi. Et c'est une bonne chose. Un point, je réagis à ce que disait Sarah El Haïry sur l'importance des conseils d'école, de collège, de lycée. Dans un certain nombre de départements, nous assurons la formation de ces délégués dans les conseils d'établissement. Et le retour qui nous vient, c'est que de réfléchir sur leurs fonctions en dehors de l'établissement avec des militants d'ailleurs est pour eux extrêmement enrichissant et les prépare à être des intervenants beaucoup plus écoutés dans leur établissement. Là, nous souhaiterions pouvoir continuer de développer ça. Ce n'est pas une dépense énorme, surtout que c'est assuré massivement par des bénévoles. Mais c'est, je crois, une démarche forte de croisement d'expérience. Merci beaucoup pour votre commentaire. Vous n'avez pas de questions d'internautes alors que vous n'avez pas encore sélectionné. Jacques, je vous laisse le faire et j'en profite pour poser une question à Éléonore Laloux. Éléonore, juste vous qui défendez donc la cause des personnes porteuses de trisomie 21, qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là pour leur donner confiance, puisqu'on a parlé justement beaucoup de confiance depuis le début de cette table ronde. Qu'est-ce que vous leur dites? Déjà, je leur conseille de lire mon livre. Et oui, de lire mon livre. Ensuite, se poser des bonnes questions dans leur tête. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? Franchement, c'est tout simple. Et surtout casser les préjugés et que les personnes en situation de handicap soient incluses, reconnues, acceptées et respectées par la société. Et ça, c'est le plus important. Est-ce que vous pouvez nous donner le titre de votre livre? Triso et alors? Voilà, ça c'est un titre impactant. On parlait tout à l'heure avec Béatrice Sangrand de l'importance de la communication et de l'information. Là, la communication, elle marche. Et on a Max Milo. Et en plus, on a la maison d'édition. Donc, oui. Dans un instant, on a le prix, je crois. En tout cas, sachez, je suis certain, je parle pour vous, Éléonore, que si vous êtes ministre et que vous cherchez le livre d'Éléonore, elle peut vous le faire gratuitement si jamais vous rejoignez son gouvernement et sa collection ministérielle. Jacques, on a une question. Oui, une question sur le bénévolat. Nous avons de nombreux bénévoles, heureusement, qui apportent beaucoup à la vie de l'association et aux gens avec lesquels nous travaillons. Parfois, ils ont le sentiment de ne pas être vraiment reconnus. Certes, dans les comptabilités associatives, il y a le temps de bénévolat, mais on sent bien que souvent, il y a besoin d'une reconnaissance publique autre. Je ne sais pas comment la traduire, mais c'est une question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'elle est ressentie ? Et moi, je la dirige parce que quand on pose des questions à tout le monde de manière collégiale, parfois, ça ne se passe pas très bien. J'en profite. Pour répondre à cette question, Mathieu Annereau, peut-être pour commencer, et puis Sarah El Haïry pour poursuivre. Et Sarah, n'hésitez pas, puisque vous m'avez annoncé d'autres contrats à 15h. Voilà, n'hésitez pas quand vous souhaitez vous en aller. Mathieu. Oui, alors excusez-moi, du coup, j'ai mal entendu la question. La question, je me permets, Jacques, la question, c'est des bénévoles qui nous disent... En fait, c'est une question sur la considération et l'utilité de son engagement bénévole. C'est « je suis bénévole, j'y passe du temps, j'y passe mes week-ends, au sacrifice parfois de ma famille ». C'est ça être bénévole, hein, on l'oublie trop souvent, mais c'est aussi des engagements et qui impliquent des sacrifices. Et qu'est-ce que j'ai en retour au-delà de mon action directe, de ma considération? Comment, en fait, travailler sur la considération de l'engagement et du bénévolat? Alors, la considération de l'engagement, alors en effet,
au-delà de l'opérationnel, de ce qu'on peut faire pour faire bouger les choses, bouger les lignes. On les fait à plusieurs niveaux et il n'y a pas d'échelle là-dessus. Toute avancée est positive et doit être saluée. Eh bien, c'est un travail collectif, souvent de bénévolat, et c'est des rencontres. On revient sur ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure. C'est des rencontres qu'on n'aurait pas fait autrement, tout simplement. C'est dans mes aventures, on peut dire campagne ou engagement politique associatif, eh bien, en tout cas à titre personnel, ça m'a fait rencontrer des personnes que je n'aurais pas rencontrées autrement. Ça m'a ouvert l'esprit. On apporte, mais on prend également soi-même. On grandit grâce à l'engagement des rencontres et des échanges qu'on peut avoir avec les autres. Merci. Sarah et Larry. Et si vous permettez, sur la question de la reconnaissance du bénévolat et de la place que ça doit prendre, moi je suis tout à fait en phase avec les propos du ministre, parce que on a deux enjeux. Comment les faire reconnaître dans un parcours de vie, et donc tout au long de la vie. Et là, j'ai deux gros chantiers. D'abord au sein de l'école, bien sûr, mais au sein de l'enseignement supérieur aussi. Et on voit qu'aujourd'hui, les universités reconnaissent ou accompagnent l'engagement de manière très, très inégale dans notre pays. Alors que la loi égalité-citoyenneté votée sous l'ancien quinquennat permet d'énormes avancées. Aujourd'hui, je crois que nous devons nous saisir, en tout cas c'est ce que je fais avec Frédérique Vidal, pour que l'engagement, en tout cas de la jeunesse étudiante, soit reconnue et prenne pleinement sa place dans les parcours. Et de l'autre côté, dans le monde de l'entreprise, développer plus fortement encore la reconnaissance des compétences acquises dans l'engagement associatif et l'engagement bénévole, mais aussi le développement, et là c'est plutôt des discours et des échanges que j'ai avec des organisations syndicales salariées. En plus, c'est un parcours et c'est un engagement qui m'a moi formée, en tout cas qui m'a construite, de comment plus défendre des accords pour faire du mécénat de compétences, pour permettre que l'engagement il rentre dans la vie de l'entreprise, que ce soit quasiment une partie prenante de la politique ressources humaines au sein de l'entreprise. De l'autre côté, au-delà de ces deux lieux qui sont, on va dire, deux lieux où il y a de l'action à faire, il y a du volontarisme, en tout cas, à provoquer et à avoir, je crois qu'il y a une part de reconnaissance institutionnelle à apporter. Je crois évidemment aux symboles, aux médailles, et qu'il faut développer et continuer à développer, parce que moi, je crois à ces symboles-là et à leur force. Et de l'autre côté, à de nouveaux droits. Quand on considère que quelque chose est bénéfique pour la société, qu'elle est bénéfique pour soi, alors il faut déployer des droits. Il y a quelques semaines, on a enfin réussi, après un certain nombre de galères, pour ne pas dire autre chose, à déployer et à ouvrir pleinement le compte engagement citoyen. Le compte engagement citoyen, ce sont de nouveaux droits. Et donc, à partir et qui remonte, en plus on a fait un peu de rétroactivité à 2017, mais quand on est bénévole avec des responsabilités, quand on a fait un service civique, quand on est réserviste, quand on est volontaire sapeur-pompier, quand finalement on fait partie de cette grande famille des engagés, alors qu'on sait qu'un Français sur 3 aujourd'hui est bénévole, d'une manière différente, certes, mais est bénévole, eh bien on acquiert de nouveaux droits, avec un plafond quand même, parce que vous connaissez les règles, et je crois que ce n'est pas le ministre qui va me contredire, les règles de la fiscalité publique. On peut cumuler jusqu'à 740 € par an, et c'est 240 € par activité bénévole, en tout cas qui va dans l'intérêt général. Et c'est crédité automatiquement sur un outil qui s'appelle, on a tous maintenant une application du compte formation, donc il y a un compte personnel de formation, et à l'intérieur il y a un onglet compte engagement citoyen. Et c'est la reconnaissance de l'engagement citoyen, certes sous forme de droit à la formation pour commencer, mais je crois que c'est une première étape à la reconnaissance du statut du bénévole, avec autre chose, moi qui me tient à cœur, et le débat va être parlementaire, on a parlé des lois tout à l'heure, le 12 mai au Sénat va être débattu la reconnaissance de l'engagement bénévole et non professionnel des dirigeants associatifs, pour aussi poser dans la loi ce statut bien spécifique. Le jour où il y a une difficulté dans une association, que le juge reconnaisse le non-professionnalisme et surtout le caractère volontaire et bénévole du dirigeant, en tout cas dans sa prise de décision. Voilà quelques éléments, alors plutôt pêle-mêle, mais qui posent pour moi les étapes nécessaires pour accompagner, donc plus former, je crois, accompagner, reconnaître, acquérir de nouveaux droits pour donner le cap et l'énergie, mais surtout permettre l'engagement partout et en tout lieu, et en fait et à tout âge. Et c'est là où je pense que les engagements doivent permettre de trouver plus facilement leur place dans des temps qui sont assez forts, que ce soit l'école ou le travail. Et j'en profite du coup pour vous saluer, puisque le temps, voilà, j'ai une contrainte qui me suit. Je voulais juste vous remercier pour ce magnifique échange. Je pense qu'on a beaucoup rigolé, beaucoup appris, et merci d'être toujours aussi franc et engagé. Est-ce que Sarah et Larry, est-ce que vous avez encore 2 minutes ou pas? Oui.
Allez, Sur parce le que si je peux rester jusqu'à 5. Ok. Cinq. Et ben justement, je profite de ces 2 dernières minutes avec vous pour vous poser cette question que je poserai aux 3 autres, parce que ça me semble important quand on parle de parcours, c'est de regarder un petit peu dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un enfant de 15 ans et qu'est-ce que vous auriez voulu vous entendre quand vous aviez 15 ans? Crois en ton avenir. Crois en ton avenir. Ton avenir, il t'appartient. Personne n'est condamné à rien. Et quel que soit ce que tu penses possible ou impossible, ne t'interdis rien surtout. Ne t'interdis franchement rien. Et si tu es un peu dans une période un peu plus galère, bien toujours se dire, enfin moi j'aurais adoré que quelqu'un me dise, de toute façon la roue elle tourne pour tout le monde. Et donc rien n'est fichu, rien n'est perdu, au contraire. Après il faut beaucoup d'énergie, beaucoup de foi en l'avenir, mais j'aurais adoré qu'on me dise ça et qu'on me dise engage-toi, ça provoque des chances, ça crée des opportunités. Et on a tous quelque chose à apporter, toujours, toujours. Que ce soit sa présence, sa chaleur, son énergie, son regard. On a tous quelque chose à apporter. Et donc, toi aussi, tu as quelque chose à apporter. C'était pas enfin, voilà ce que j'aurais voulu entendre, ce que j'ai pu entendre de manière partielle, et ce que je dirais à un jeune de 15 ans qui me dit qu'est-ce que je fais. Merci de l'avoir dit et je suis sûr que ça portera ses fruits. Et je retiens donc que la roue tourne et que l'heure aussi tourne et qu'il est donc 15h05. Merci Sarah et Lahiri d'avoir été avec nous et à très bientôt avant vos 55 ans. C'est-à-dire 4 fois 15 ans, je pense qu'on aura le temps de se revoir. Merci beaucoup. On va poursuivre avec vous, Béatrice Engrand, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. C'est très intéressant, j'imagine, pour vous, parce que vous êtes au cœur justement de ce réacteur, de la fabrique de l'engagement, et que c'est, j'imagine, un enjeu du quotidien pour vous. Oui, alors je suis aussi au cœur d'un ministère dans lequel Sarah El Haïry est secrétaire d'État, et elle a bien montré que dans ce ministère, l'intérêt d'avoir ce ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est qu'on peut construire des parcours. Et c'était une des thématiques pour cette table ronde, l'idée du parcours. Et je crois que le fait de commencer plus en amont, aujourd'hui avec les éco-délégués, avec les conseils nationaux de la vie lycéenne, bientôt de la vie collégienne, c'est vraiment un atout essentiel de travailler sur l'égalité des chances, l'égalité des opportunités, le plus tôt possible dans la vie des jeunes et donc là, des enfants. Donc ça, c'est un point que je voulais reprendre parce que ça a été dit plus tôt, mais peut-être un peu vite, et puis le terme parcours n'était pas tombé, donc je tiens vraiment à le souligner. Et à l'autre bout, la reconnaissance, tous les jeunes au service civique, je vous parlais tout à l'heure de la consultation citoyenne que nous avons menée l'année dernière. Bon, j'ai parlé des 3 demandes très fortes que les jeunes ont exprimées, mais la 4e, c'était plus de reconnaissance de notre engagement. Donc ça passe par une reconnaissance politique, sociétale, forcément, hein, qu'on ne dise pas qu'un jeune qui fait un service civique, il est dépolitisé. Non, il choisit un autre type d'engagement que celui d'entrer en politique, par exemple, mais c'est un engagement. Hein, donc, voilà, une reconnaissance dans la société, que par exemple, on ne dise pas bah, tu fais un service civique parce que tu as échoué à Parcoursup ou tu n'as pas pu entrer en classe prépa. Donc, tout ça, c'est la reconnaissance un peu sociétale, puis une reconnaissance factuelle, notamment par le compte d'engagement citoyen dont la ministre a parlé. Et dans le monde professionnel, c'est tout le travail que nous faisons avec l'Association nationale des DRH pour que les compétences que les jeunes acquièrent pendant le service civique, grâce au service civique, elles soient connues et identifiées par les DRH, pour qu'un DRH, quand il voit service civique sur le CV d'un jeune, il se dise « Ah oui, je sais que grâce au service civique, le jeune, il a développé sa capacité à prendre la parole en public, à évoluer dans un collectif, à respecter des règles et à être sensible à un certain nombre de valeurs qui tournent autour de la durabilité et du développement durable. » Voilà, donc ça, c'est deux choses que je voulais reprendre de toutes les interventions avant moi. Être vraiment plus en amont dans le parcours des jeunes, donc dès l'école, dès 12-13 ans, y compris grâce à une école qui soit plus inclusive, parce que plus on a de jeunes, d'enfants en situation de handicap qui intègrent les milieux ordinaires, plus on va casser les clichés, plus on va habituer aussi
la société française a considéré que les enfants et ensuite adultes, jeunes adultes en situation de handicap, ils doivent avoir leur place comme tout le monde, donc plus en amont et puis plus de reconnaissance. Ça vaut pour les jeunes en service civique, ça vaut bien sûr pour les bénévoles. Oui. Merci beaucoup Béatrice Engrand, puis merci d'avoir effectivement, comme vous dites, faire tomber le mot parcours dans notre cheminement de cette table ronde. Jacques, est-ce qu'il y a une dernière, mais alors une toute dernière question qui doit être courte parce que le temps tourne, on l'a dit. Une question archi courte. Nous sommes frappés de voir que sur les 4 intervenants, 3 sont passés de l'engagement associatif à l'engagement politique. Est-ce que vous considérez que c'est une étape de votre parcours de vie normal? Mathieu. Alors, c'est une bonne question. C'est vrai que je me la suis jamais réellement posée. Mais je pense qu'en effet, oui, je pense que c'est une étape. Je me suis engagé de manière associative, mais j'ai compris que pour faire véritablement bouger les lignes sur les sujets, sur le sujet de l'acceptation, du changement de regard sur le handicap, notamment, de l'inclusion au sens large, eh bien, il fallait passer par la sphère politique également, puisque c'est là que se prennent les décisions. C'est là qu'on touche le grand public, nos concitoyens, et c'est là qu'on touche, bien entendu, les responsables et les décideurs. Donc oui, je pense clairement qu'il y a un lien entre les deux. L'un ne va pas sans l'autre, mais il faut aller tendre vers l'engagement politique. C'est pour ça qu'au sein de notre association, on essaye de faciliter cet engagement, on pousse les personnes à s'engager. Alors, pour accompagner notamment les personnes en situation de handicap qui souhaitent être candidats, puisque c'est pas évident de mener une campagne, et demain pour être élu, parce qu'il y a un vide juridique. Alors, on le sait sur le statut de l'élu en France au sens large, mais encore plus sur l'élu en situation de handicap, parce que là où on peut avoir peut-être un garde-fou et en tout cas des dispositifs d'accompagnement, de suivi pour une personne en situation de handicap dans le milieu professionnel, eh bien, rien du tout dans ce qui concerne l'engagement politique et donc l'élu en situation de handicap. Donc, on a travaillé là-dessus. On y travaille notamment, justement, également avec Dominique Gillot au sein du CNCPH. Merci. Éléonore Laloux, par rapport justement à votre engagement politique, Oui. quel bilan vous tirez déjà de cette étape donc? Déjà, et je trouve que mon premier mandat, ça s'est très bien passé, donc je suis contente. Il y a eu des événements marquants. Il y avait, ça fait 1 an que je suis élue que je suis élue de l'élection de la race pour vous. Donc, je suis très contente de porter ça. Et aussi, il y a eu aussi il y avait des remises de médailles. Après, il y avait des événements un peu tristes quand même, comme une double explosion en virus et au Liban. Et aussi les décès des membres de mes collègues de la mairie. Et oui, on se rend compte que c'est ça aussi, la vie d'un personnage politique et public, c'est qu'on a forcément toujours un regard sur ce qui se passe sur le monde, à la fois sur le monde et puis à la fois dans son monde, et qu'on ne peut plus être totalement étranger au destin et à l'avenir de la société, mais c'est aussi une forme de responsabilité d'en avoir ce regard. Je vais terminer avec cette même question que j'ai posée à Sarah El Haïry avant qu'elle s'en aille. Vous avez été un peu plus privilégié puisque vous avez eu le temps d'y réfléchir, peut-être. Éléonore Laloux, un garçon, un adolescent ou une adolescente de 15 ans porteur de trisomie 21, atteint de trisomie 21, vous lui dites quoi aujourd'hui? Je vais dire
faut qu'ils soient accompagnés, que les parents ils doivent donner quelques conseils, parce que je trouve que c'est important de prendre son envol et qu'il trouve un appartement qui lui plaît et en toute autonomie. Il faut qu'il soit accompagné aussi. Il faut qu'il soit accompagné et au logement, accompagné au travail. Et ça, je trouve que ça c'est important. Merci beaucoup, Éléonore. Et on a bien retenu justement cette nécessité d'accompagnement. Merci à vous surtout de finir sur un sourire. Moi, j'ai toujours rendu mes studios à l'heure. Donc, il nous reste 1 minute, 1 minute 30. Allez, donc du coup, Mathieu et Béatrice, vous avez 45 secondes chacun pour écrire cette lettre à un enfant et un adolescent de 15 ans. Oui, je sais, c'est dur, mais voilà, c'est comme ça. Vous passez en dernier. Et puis, vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera vous qui passerez en premier, car, comme on l'a compris, la roue tourne. Alors, de manière très courte, en effet, ce sera un message d'espoir, un message positif, un message d'engagement et un message également de relativiser les difficultés qu'on peut avoir chacun dans son quotidien, un handicap, une fracture familiale, un décès d'un proche. Eh bien, c'est bien sûr plus facile aujourd'hui, là où je suis, de le dire que lorsqu'on a 15 ans, mais en tout cas, c'est de relativiser, de regarder en effet, le ciel est toujours plus gris, toujours plus noir ailleurs, et de surpasser ces difficultés, parce qu'en effet, la roue tourne, et de toute façon, on ne gagne rien à regarder le négatif, mais on gagne tout à regarder le positif. Merci beaucoup, Mathieu Anneau, c'est très clair. Oui, c'est clair. Béatrice, en grand. Alors, ce que j'aurais peut-être à dire à un enfant, un jeune adulte de 15 ans, ça m'arrive très souvent d'en rencontrer, c'est demande de l'aide. Oui. Comment je peux t'aider? Voilà, ça, je trouve que c'est un point important d'accompagner le jeune à savoir aller chercher de l'aide. Et puis, ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'avais 15 ans, j'aurais aimé qu'on me dise plus souvent les qualités que j'avais. J'étais dans un collège plutôt élitiste où c'était jamais assez bien. Donc, je me sentais toujours nulle, alors qu'en fait, j'étais plutôt une très, très bonne élève, sauf que personne ne me le disait jamais. Donc, j'aurais aimé qu'on m'aide à prendre confiance en moi, parce que c'est ce manque de confiance en moi, je l'ai encore un peu aujourd'hui, et il m'a handicapée très longtemps. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise ça beaucoup plus tôt, qu'on me liste mes qualités. Bien, écoutez, Béatrice Engrand, vous avez été synthétique, claire, précise, enthousiaste et volontaire et convaincue. Voilà la liste de qualités que je me permets de dérouler, car il n'est jamais trop tard. Merci en tout cas à tous les trois. Je vais terminer sur cette idée que vous venez d'évoquer de la confiance en soi. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que même on a beau être dans un collège ou un établissement élitiste, on peut avoir un problème de confiance en soi quand on attend trop, ou inversement, quand on est peut-être dans des institutions un peu plus défavorisées, on peut avoir un manque de confiance en soi parce qu'on ne croit pas assez en nous. Donc c'est vraiment capital, cette confiance en soi. Et on avait démarré cette rencontre et cette table ronde par le mot de rencontre, et je terminerai par celui-ci, parce qu'on a bien vu que l'important, c'est de rencontrer les bonnes personnes, mais que la rencontre, ce n'est pas qu'une histoire de chance, ça se provoque. En tout cas, nous, on était très heureux d'avoir provoqué cette rencontre entre vous trois et même vous quatre. Et merci encore, et à très bientôt au sein des PEP, car c'est une rencontre fidèle. Merci à vous.